d'être présent à ce débat. Bonjour, je vous en prie. Alors, je salue, il y a une dizaine de personnes qui sont connectées via Zoom. Donc, nous avons un débat complètement en présentiel avec 4 intervenants que vous ne voyez pas à l'écran pour ceux qui sont sur Zoom, mais que vous verrez chaque fois qu'ils prendront la parole. Ils se mettront comme moi devant la caméra. Donc, on salue tous ceux et toutes celles qui sont à distance et on va essayer de leur donner la parole le plus souvent possible, en tout cas, comme avec vous qui êtes présents dans la salle. Je m'appelle Delphine Lalu, je suis engagée auprès du Festival des idées et de l'équipe depuis la création. Et dans la vie, je suis notamment conseillère au Conseil économique, social et environnemental, où je préside la section des activités économiques. Et fait que je précise, je n'ai aucune compétence en matière économique. Je le dis parce que pour vous mettre parfaitement à l'aise par rapport au sujet du débat. La compétence économique est une compétence finalement citoyenne, comme d'autres sujets, et on s'en sort assez bien. Et chacun peut avoir des choses à dire sur tout sujet économique, en particulier l'emploi. Je vais présenter nos 4 intervenants et je crois que vous avez tous en tête maintenant ce qui fait la tradition du Festival des idées, c'est qu'on donne d'abord la parole à la salle. Ensuite, les intervenants ont bien évidemment préparé, ils ont réfléchi au sujet, mais ils n'ont pas d'intervention toute faite. Leur objectif, collectivement et individuellement, c'est de tenir compte de vos commentaires, de vos questions, de vos expressions, à distance ou dans la salle, pour apporter un point de vue ou un éclairage qui peut nourrir la réflexion collective. Alors, dans l'ordre alphabétique, strictement, je présente Nicolas Dufresne, haut fonctionnaire, économiste et directeur de l'Institut Rousseau. Tu nous expliqueras ce qu'est l'Institut Rousseau tout à l'heure quand tu prendras la parole. Co-auteur avec Alain Grandjean du livre « Une monnaie écologique » paru aux éditions Odile Jacob en février dernier, préfacé par Nicolas Hulot. Jean-Marc Germain, diplômé de l'École polytechnique, tu entres en 92 à la direction de la prévision au ministère de l'économie et des finances. Tu rejoins en 97 le cabinet de Martine Aubry au ministère de l'Emploi et de la Solidarité en tant que conseiller technique. Et si on peut dire, pardonne-moi cette familiarité, mais tu ne l'as plus jamais quittée, je crois. Tu es revenu et tu as retravaillé avec elle à Lille. Et puis, en 2012, tu as été élu député des Hauts-de-Seine jusqu'en 2017. Et depuis, eh bien, le raz-de-marée La République en marche fait que tu as retrouvé l'administration pour le grand bien de tous, d'ailleurs. Voilà. Romain Guéry, tu as débuté ta carrière comme conseiller technique à l'UNIOPS de 2004 à 2011. Après un passage au CEGES en tant que responsable plaidoyer, tu deviens en 2012 conseiller chargé des relations avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'entrepreneuriat social au cabinet de Benoît Hamon, le ministre délégué en charge de l'ESS. Benoît, à qui on doit la loi ESS de 2014. Et Benoît, bien sûr, mais pour tous les acteurs de l'ESS dont j'ai fait partie, tu étais notre principal interlocuteur. Tu as quasi rédigé, tu as été essentiel dans la rédaction de cette loi. Tu rejoins la MGN en 2014 comme directeur de cabinet, puis directeur des affaires publiques. Et tu es aujourd'hui directeur des affaires institutionnelles au sein du groupe Vive. Tu continues de travailler pour l'ESS. Nadine Levrato, économiste, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire Economics à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'analyse des trajectoires d'entreprise, d'économie industrielle et d'économie régionale, champ abordé à partir d'approches empiriques. Tu es auteur de L'étonnante disparité des territoires industriels, qui était publié aux presses des Mines et coécrit, enfin en tout cas conçu avec Denis Carré et Philippe Froquin. Tu es auteur aussi des écosystèmes entrepreneuriaux, c'est ça, et publié à Liste Villers avec Sophie Boutillier et Philippe Froquin et plusieurs rapports, articles, thématiques, études sur les variations du nombre d'emplois en relation avec la transformation des entreprises. Vous avez là 4 intervenants. Vous avez vu, les CV sont de haut niveau, de culture et d'origine différentes. En même temps, ils se connaissent bien, puisque nous tous, nous avons l'habitude de nous côtoyer par moment et on se retrouve maintenant régulièrement ici. Alors, de quoi allons-nous parler?
De quoi sommes-nous supposés parler dans cet atelier débat? Le titre, c'est « Numérique, écologie, démographie, des politiques de l'emploi à la hauteur de ces défis ». En fait, on part souvent du principe que les politiques de l'emploi sont indissociables des politiques économiques, qu'elles sont même très, très corrélées. Notre économie est confrontée à des défis majeurs, des défis internes et externes, liés aux transitions numériques, écologiques et démographiques en cours, qui ont été aggravées avec la crise sanitaire. Alors moi, j'ai quelques questions à vous poser, peut-être pour lancer le débat, ce débat inversé, participatif. Dans ce contexte, que pouvons-nous faire? Pouvons-nous relocaliser massivement des activités? Pouvons-nous assurer un développement humain harmonieux dans un monde où l'énergie deviendra de plus en plus rare? Que serait une bonne politique de l'emploi? Comment associer les citoyens? Faut-il associer les citoyens aux questions économiques dont les politiques de l'emploi font peut-être partie, peut-être pas? Notre vision du travail, qui est plus large que simplement la politique de l'emploi, est-elle en train de changer face à ces évolutions? Enfin, selon vous, quelles politiques publiques, quels instruments pourraient être mis en place à très court terme ou sur un autre terme pour accompagner ces transformations et veiller à l'égalité de traitement entre les acteurs sur tout le territoire, en métropole et en outre-mer? Le thème est immense. Donc la question pour nous, c'est aidez-nous à nous concentrer sur ce qui vous paraît essentiel dans cette affaire. Là, vous allez nous aider à recentrer le débat. C'est ce que je vous propose. Donc on prend les questions. Les questions, les commentaires, les propositions de recentrage sur des priorités, ce qui vous paraît important. Je voudrais parler de la question des transports. Des transports. Pour commencer, je vous répète une parole d'une dame âgée des Clairs-Bassins qui m'a dit à la Charité, quand on n'a pas de voiture, on est en prison. Elle dit, je dis, j'ai ma sœur à Clamecy qui n'a pas de voiture non plus. On ne peut jamais se voir. Même à Noël dernier, on n'a pas pu le passer ensemble parce que personne n'a voulu nous emmener, nous accompagner. Ça, c'est sur le plan personnel. Enfin, du point de vue des transports interurbains, la Nièvre, hein, c'est le désert de Gobi, il n'y a aucune possibilité. Et puis en plus, comme par rapport aux soucis d'écologique, si le flot de voitures pouvait être remplacé par 1 ou 2 bus, il y aurait déjà un progrès certain. Voilà, c'est... Et est-ce que ça empêche les habitants de trouver du travail ou d'exercer leur travail? Non, mais elle, c'est une personne âgée. Oui, mais par rapport au sujet qui est le nôtre là maintenant, voilà, quel est peut-être Frédéric, que je vois lever la main là, ou monsieur? Oui, moi, je vais peut-être poursuivre la question de madame d'une autre façon. Effectivement, comment est-ce que les politiques de l'emploi pourraient aider les gens à travailler là où ils ont envie de vivre? On voit bien que de plus en plus de personnes, et le confinement, il y a sans doute contribué aussi en se rendant compte de l'importance des transports et de la difficulté, du poids des transports dans la vie quotidienne. On parle beaucoup du fait que plein de Parisiens veulent partir ailleurs, mais enfin bon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais est-ce que les politiques de l'emploi ne pourraient pas être aussi pensées pour faciliter une adéquation entre l'offre et la demande, évidemment, mais le fait que les gens puissent travailler plus près de l'endroit où ils sont ou de l'endroit où ils ont envie de vivre, en tout cas. Est-ce que ça passe par le numérique? Est-ce que ça passe par plus de relocalisation, évidemment, le développement d'entreprises de proximité, plus petites peut-être, je ne sais pas toujours, mais en tout cas plus implantées dans une diversité de territoires, revenir un peu sur une centralisation très forte de notre pays. Voilà. Super. Alors, il y avait monsieur et monsieur. Ouais. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Fétis Chouder, déjà pour commencer. Je suis ingénieur en développement web et mobile.
Donc, sur ce sujet, pour moi, le mot qui était important dans le titre du débat, c'est écologie. Parce que c'est vraiment dans ce domaine-là que la question du numérique et de l'utilisation des technologies digitales doit se poser. Aujourd'hui, l'utilisation des technologies digitales, en termes d'énergie, elle est représentative à peu près d'un secteur comme l'aviation civile au niveau mondial. C'est-à-dire que l'utilisation des technologies digitales, elle coûte à peu près pour 15% de la consommation d'électricité mondiale. Donc aujourd'hui, il y a intérêt en effet à voir avec les principaux hébergeurs, donc data centers, quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place justement pour limiter ce caractère énergivore. Je sais qu'il y a des géants de l'informatique qui ont déjà commencé. Google, qui a développé une intelligence artificielle permettant de moduler la consommation d'électricité en fonction de l'utilisation. Facebook, qui a délocalisé ses data centers dans les pays froids, justement pour bénéficier d'un refroidissement naturel. Mais il y a aussi des problématiques en termes d'éco-conception. Et là, les développeurs ont aussi un rôle à jouer dans la manière dont ils conçoivent leur programme. Parce qu'un programme, selon la façon dont il est conçu, il peut augmenter, l'augmentation d'électricité peut aller du simple au quintuple, à peu près. En moyenne, c'est ce qu'on remarque. Donc, je pense que de ce côté-là, il va y avoir évidemment un gros enjeu déjà en termes de formation. J'ai vu que les différents gouvernements, déjà depuis le début des années 2010, ont commencé à pousser la formation de développeurs à son paroxysme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la formation des développeurs. On avait créé d'ailleurs à l'époque du quinquennat de Hollande un label Grande École du Numérique qui formait à travers des formations courtes des développeurs. Donc ça, c'est un levier de l'emploi en effet qui est important, ça on l'a bien mesuré. Maintenant, comment on forme ces développeurs par rapport à ces enjeux écologiques? Je crois qu'il y a là un vrai débat, peut-être qu'on peut échanger là-dessus justement. Merci. Monsieur... Non, pardon. Oui, merci. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs politiques de l'emploi. Moi, j'ai travaillé dans l'économie de la création, de l'innovation, donc au sein de métropoles, Technopole, Pépinière, etc. Donc là, les collectivités territoriales mettent, excusez du terme, un pognon de dingue pour créer des emplois. Et effectivement, c'est très cher l'emploi créé, hein, mais parce qu'ils considèrent que c'est l'avenir, c'est l'image de marque de la métropole. Bon, je ne vous fais pas le dessin, vous imaginez. À l'opposé de la chaîne, je connais aussi un petit peu les systèmes de soutien de l'emploi, style territoire zéro chômeur de longue durée, mission locale, où là on s'adresse à des publics en grande difficulté d'insertion ou de réinsertion, et on met aussi de l'argent, beaucoup moins, donc là c'est pas un pognon de dingue, mais on met quand même de l'argent pour essayer de réinsérer, de redonner de l'emploi à ces publics. Et puis il me semble, vous allez me dire si je me trompe ou pas, qu'il y a un énorme trou noir entre les deux, qui sont un peu les fameux territoires périphériques, les zones où on fait confiance entre guillemets au marché, c'est-à-dire que c'est les territoires où on va trouver des entrepôts, des zones commerciales, et puis ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un emploi dans ces territoires, là je rejoins la préoccupation de madame, tant pis pour eux, personne ne fait rien pour eux. Alors, est-ce que c'est une idée fausse que j'ai là? Si c'est le cas, détrompez-moi. Et si c'est malheureusement une idée vraie, quelles sont les solutions? Merci. Alors, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à Zoom? Personne ne demande la parole sur Zoom? Ok. D'autres personnes dans la salle? Tous ceux qui sont arrivés entre-temps, des choses à dire sur vos attentes par rapport au débat? Est-ce que vous avez vu la lumière ou est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce débat par rapport au titre? Je vous en prie, mademoiselle. Oui, moi je m'interroge aussi par rapport aux politiques de l'emploi, par rapport à ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a différents acteurs et quelle est la place aussi de l'État pour impulser des politiques de l'emploi.
est-ce qu'il va... Enfin, quelle est la place de l'État par rapport à ses relations aux entreprises? Est-ce qu'il va favoriser une politique de l'emploi en favorisant donc, plutôt le réseau de PME, de grandes entreprises, ou presque en impulsant lui-même par la commande publique des politiques de l'emploi? Super. D'autres Oui, non, on donne la... Alors, attends, les nouveaux venus, personne, qu'est-ce que votre attente par rapport au sujet? Non? Pas d'expression? Je vous en prie, Fétine. Juste pour préciser, il y a déjà des politiques publiques qui sont mises en œuvre et on soutient justement un certain nombre d'organismes de formation qui sont chargés justement d'accompagner vers la réinsertion dans le secteur numérique. Il y a des écoles, par exemple, comme Saint-Plon, qui ont engagé et qui forment les quartiers, les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, ce qu'on appelle les QPV. Et puis, il y a également des politiques publiques qui sont impulsées justement pour que ce secteur, qui est très masculin, commence à se féminiser. Et donc, il y a énormément de politiques publiques qui sont mises en œuvre justement pour amener des femmes à se former dans ces métiers. Merci. Alors, je vous propose de passer la parole aux intervenants et on aura une deuxième séquence d'interaction avec la salle. Finalement, on commence par qui? Est-ce qu'on commence par Nicolas? Est-ce qu'on suit notre plan ou est-ce qu'on s'adapte tout de suite aux expressions de la salle? Auquel cas, je préférais commencer par toi, Jean-Marc, puisque tu as une vision des politiques de l'emploi sur le long terme, hein, et ça permettrait de recentrer le débat en réponse aux interpellations de la salle. Merci. Alors, je sais pas. Je parle comme ça, on m'a dit, donc je vais vous tourner le dos, c'est très mal poli. Je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Peut-être partir de ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous, peut-être trois des questions renvoyées à ça. Je crois qu'on ne peut pas raisonner sur les politiques de l'emploi sans voir que les 30 années qui viennent à minima, nous allons nous préoccuper de manière massive, pas que, mais de la question écologique. Je crois qu'on ne peut pas raisonner autrement. Et une fois que j'ai dit ça, moi, tu l'as dit, j'ai été avec Martine Aubry et je l'ai accompagné dans une période assez merveilleuse pour la gauche. Lionel Jospin était Premier ministre et je vous invite à lire son livre, il raconte un peu ce qu'on a fait. Et sur l'emploi, on a réussi magnifiquement. 2 millions d'emplois créés. C'était autant en 3 ans et demi, puisque la fin était plus difficile, ça ralentit, que pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses en France. Donc, il y a eu un mouvement massif d'emploi. Et contrairement à ce qu'ont dit nos adversaires politiques de toujours, ça n'est pas tombé du ciel. Ça a été lié à des politiques de réduction du temps de travail, j'y viendrai, assez fortes et rapides. Ça a été lié à des politiques, tu posais la question de que peut faire l'État. Tout le monde se souvient des emplois jeunes, mais ce n'était pas une paille, c'était 350 000 emplois pour les jeunes. Et il y en avait tout autant d'ailleurs sous forme d'apprentissage. Et puis, je ne vais pas vous faire la liste, mais Lionel Jospin avait été élu en disant « Non, c'est faux, on n'a pas tout essayé contre le chômage, on peut y arriver ». Il s'est engagé sur un programme politique, il l'a réalisé. Et on pourrait dire on n'a qu'à faire pareil puisqu'on a réussi une fois. Il y a une différence de fond, c'est que la moitié des 2 millions d'emplois qui ont été créés, tu me coupes quand je suis trop long, ils l'ont été grâce à la croissance. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis à la Charité-sur-Loire, venu débattre avec beaucoup d'amis et vous tous, parce que moi, je crois profondément à ce qu'on appelle maintenant la social écologie. Et donc, je pense que quelqu'un qui dirait là, on va recréer des emplois et arriver au plein emploi dans les années qui viennent, en disant il y en a la moitié qui viendront de la croissance, de la production au sens classique du terme, ne sont pas vraiment des socio-écologiques. Je ne m'inscris pas dans le débat, est-ce que je suis croissant ou décroissant? Je dis que ce n'est pas raisonnable de se fonder sur une hypothétique hausse de la croissance qui poserait d'immenses problèmes sur le plan écologique pour rebondir. Donc, oublions, en tout cas comme solution miracle, l'augmentation de la croissance. Une fois qu'on a dit ça, pour augmenter massivement l'emploi, et on parle de 6 millions de chômeurs, voire plus,
dont une partie sont en emploi mais en sous-activité. Il n'y a pas 1000 manières dans un monde où il va falloir être extrêmement sobre pour éviter de polluer encore plus que ce qu'on ne le fait. Souvenez-vous, on dit qu'il faut diviser par 7 les émissions de CO2 pour arriver à retrouver la neutralité carbone. Donc, on va peut-être trouver des solutions un peu miracles. Mais si dans le même temps, on multiplie par 3 la production, on va pas y arriver. Donc, moi, je crois profondément que, je ne parle pas du court terme, hein, il y a eu des débats ce matin sur le plan de rebond. Ce que je vais dire peut paraître totalement décalé, mais je ne crois pas qu'on peut continuer à avoir du progrès humain dans les années qui viennent sans réduire à nouveau le temps de travail. Peut-être pas comme on l'a fait par le passé, mais moi je vois très bien comme perspective dans les 15 ans qui viennent de pouvoir avoir ramené le temps de travail, par exemple à 28 heures, c'est-à-dire les 4 jours. Ça, on sait que c'est un moyen massif de créer de l'emploi, mais on connaît aussi la difficulté qu'on nous oppose immédiatement, c'est que quand, comme moi, on a ce qu'il faut pour assurer ses besoins matériels, le temps libre est un progrès immense. D'ailleurs, moi, je ne parle même plus maintenant de réduction du temps de travail. Je parle de réduction du temps d'emploi. Et c'est quoi l'emploi? C'est un moment où, en gros, vous faites ce que vous dit de faire votre patron. En échange, il vous paye un salaire. Sauf que ce contrat, il a été un peu rompu parce que le salaire, il n'est plus garanti à vie maintenant. On vous licencie assez facilement dans ce pays. Donc, réduire le temps d'emploi, ce n'est pas réduire le temps de travail, parce que qu'est-ce qu'on a à faire en même temps dans ces 30 ans qui viennent? On a à faire, par exemple, beaucoup d'autoproduction. Moi, j'arrête d'acheter des surgelés de chez P, 3 petits points. Mon fils exige que j'achète des légumes bio et que je les cuisine. Eh ben, j'en ai pour 1h30 tous les soirs. Donc, moi, je n'ai pas l'impression de travailler moins. Au contraire, j'ai l'impression de travailler beaucoup plus. Donc, réduction du temps de travail, mais en même temps, il va y avoir des nouvelles formes de travail qui commencent par l'autoproduction, c'est une évidence, mais qui continuent par toutes ces activités où je suis mon propre employeur, avec ces immenses perspectives. Il y a des gens qui n'espéraient pas avoir accès à l'emploi, en tout cas à l'activité, et qui l'ont, et des immenses contraintes. On a bien vu ce qui se passait dans ce qu'on appelle les travailleurs des plateformes. Je pense aux chauffeurs Uber, et on pourrait multiplier les exemples, et qui sont des formes d'exploitation immenses. Et donc, si on fait la réduction du temps de travail, si on fait l'augmentation de l'autoproduction, et si on se dit que va devenir ce temps de travail libéré, et plus généralement d'ailleurs le temps d'emploi, il faut penser à des nouvelles formes d'organisation du travail. Il y a des formes qui sont totalement adaptées, et je salue Fanelli Carré-Comte qui est avec nous et qui a porté ça à l'Assemblée nationale quand nous étions députés, c'est l'économie sociale et solidaire. Parce que là, c'est des salariés, c'est des travailleurs, on les appelle comme on veut, qui s'organisent entre eux et qui décident entre eux. C'est aussi, je termine là-dessus, et puis je parlerai d'autres sujets tout à l'heure après vous avoir redonné la parole, mais c'est aussi créer des régulations pour ça. Quand vous perdez 1, 2, 3 étoiles sur votre activité sur le numérique, c'est comme une forme de licenciement économique. Donc, il va falloir qu'on puisse trouver des règles pour contester. D'abord, pour savoir pourquoi on a perdu ces fameuses étoiles qui font qu'on perd tous ses clients et sa rémunération. Il va falloir qu'on trouve des formes de contestation. Et donc, moi, j'appelle ça inventer un code du travail 2.0. On a absolument besoin d'écrire la même chose que nos aînés ont écrit sur le travail salarié, où on louait sa force de travail à un patron. Mais comme il y avait des syndicats forts, comme on était des collectifs dans les entreprises, on pouvait se battre. Et cette forme de protection est efficace. Et là, ça n'existera plus. Et puis enfin, évidemment, et ça renvoie aussi à la question écologique, il faut utiliser ce qui est une contrainte, émettre moins de CO2, utiliser moins de ressources pour en faire un magnifique espace de liberté. Vous avez évoqué la question qui est essentielle pour moi, qui est travailler là où on habite. Alors on commence, pour ceux qui ont la chance de travailler dans des services en télétravail, de le redécouvrir. Ça, c'est un magnifique projet de société. Ça suppose de relocaliser les activités. On voit bien ici à la Charité-sur-Loire, quand on se promène dans les rues, tout ce qu'on pourrait faire revenir. Ça suppose, oui, de produire des choses par soi-même, mais ça doit être au cœur du projet de société. On a appelé ça, d'ailleurs, nous, quand on était parlementaires,
je finis là-dessus, le bouclier rural, c'est-à-dire qu'il y ait une vie entièrement complète à moins de 30 minutes en zone rurale. Et par exemple, dans l'élection municipale à Paris, on a porté ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est-à-dire créer cette même chose. Et là, pourquoi j'en parle dans un débat sur l'emploi? Parce qu'il y a des milliers, des centaines et des millions d'emplois à créer. Désolé d'avoir été un peu long. Non, non, très bien, merci. Du coup, je vais passer la parole à Nadine Levrato, parce que sur les nouvelles organisations du travail, comment vois-tu, voilà, est-ce que tu as la même approche? Oui, bonjour. Non, c'est bon. C'est bon, ok. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors, sur l'organisation du travail, ça s'inscrit dans le cadre de politique de l'emploi et l'une des questions qui a été posée, c'est celle du rôle de l'État dans les politiques de l'emploi. Alors, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur cette question, puisque celle qui concerne qui met en œuvre la politique et quel type de politique, elle est vraiment cruciale dans ce type de débat. Ce que l'on observe aujourd'hui dans le plan de relance, mais qui n'est pas nouveau, hein, c'est une sorte de défaisance de l'État qui a, passez-moi l'expression, donné les clés du camion aux entreprises, en construisant des politiques de l'emploi fondées sur le coût du travail. C'est-à-dire que l'hypothèse de base qui est retenue depuis les années 90, c'est le travail coûte trop cher et donc il faut exonérer une partie de ce coût en consentant des exonérations de cotisations sociales patronales et pas des exonérations de charges, des exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises de façon à ce qu'elles embauchent davantage. Bilan de l'affaire, l'an dernier, c'est 40 milliards d'euros qui ont été accordés sous forme d'exonération et qui auraient créé, hein, en allant bien chercher dans les coins, entre 80 000 et 100 000 emplois. Ça vous donne une idée du coût par emploi maintenu ou créé par les entreprises. Donc, les politiques de l'emploi, ce n'est pas seulement demander aux entreprises de, s'il vous plaît, créer des emplois parce que on va alléger le coût du travail. Ce sont des démarches un peu plus proactives et en tout cas, au minimum, qui nécessitent des contreparties. Il ne s'agit pas forcément de dépenser moins ou d'exonérer moins, mais de conditionner les aides qui sont octroyées et d'orienter les embauches vers des investissements ou des emplois, donc qui soient des emplois productifs, qui soient des emplois créés localement et qui soient des emplois également pérennes et de qualité. Et c'est là que va intervenir ce dont on a parlé, hein, le rôle des secteurs qui peuvent être les moteurs des créations d'emplois, qui étaient dans le titre aussi de la table ronde, l'écologie, le vieillissement et le numérique. Alors, ce sont des secteurs très différents, hein, on l'a compris à travers les interventions, mais qui appellent tous des fonctions et des niveaux de qualification différents. Lorsque l'on parle de transition écologique, on a de la production dans l'industrie et du service, même chose pour le numérique. Et alors là, on a compris qu'on avait un nouveau haut commissaire au plan qui finalement ne va pas faire de planification, mais uniquement de la prospective, donc qui en principe devrait être là pour orienter le type d'activité, le type de développement des entreprises vers les secteurs d'avenir. Pour l'instant, on a assez peu de nouveautés, assez peu d'innovation institutionnelle
institutionnel, puisque le plan de relance, finalement, reprend les recettes anciennes, alléger les impôts dits sur la production, alléger le coût du travail pour les entreprises, faire en sorte qu'un apprenti ne coûte rien quand il est recruté. Donc, on n'a pas d'innovation institutionnelle, on est très peu inventif, finalement, en termes de politique de l'emploi, ce qui fait dire à certains que le CICE a été la pire politique d'emploi de tous les temps, je cite, et finalement, on ne change pas de braquet, on ne change pas d'orientation. Donc, c'est peut-être à ça qu'il faudrait réfléchir. Quelles sont les innovations institutionnelles qu'on pourrait apporter aux politiques de l'emploi, sur quel secteur s'appuyer et comment orienter et pas seulement inciter les entreprises vers des types de recrutement qui soient des recrutements de proximité plutôt que de la main-d'œuvre importée, des recrutements plus stables dans certains secteurs plutôt qu'un recours massif aux micro-entrepreneurs ou plus connus comme auto-entrepreneurs dans les secteurs dits créatifs, etc., etc. Donc, il faut vraiment des changements forts et surtout limiter les incitations pour avoir un peu plus d'obligations. Merci Nadine. Alors justement Nicolas, sur l'innovation institutionnelle que Nadine appelle de ses voeux, l'échelle française est-elle la seule pertinente? Est-ce qu'il n'y a pas une échelle européenne à imaginer? Comment tu vois les choses et notamment comment tu vois cette idée du Green New Deal? Est-ce que ça peut avoir un impact, des effets intéressants sur les politiques de l'emploi en France? Absolument. Bonjour à tous. Merci Nadine. Merci Delphine, pardon. Et Nadine aussi. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de politique de l'emploi aussi, moi j'aimerais revenir très rapidement en fait sur un panorama général qui guide aujourd'hui nos politiques de l'emploi et nos politiques économiques. En fait, on a un triptyque qui est d'un côté libre-échange, libre concurrence et neutralité de l'État, donc de la politique économique. Les trois étant bien sûr liés. Ça veut dire que l'État doit s'efforcer, en tout cas comme on l'a conçu, d'intervenir le moins possible, d'interagir le moins possible avec le marché, de ne pas créer de distorsion. Et donc du coup, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, on a eu des phénomènes de délaissement de certains territoires et de concentration de l'activité et des activités porteuses de création de valeur ajoutée sur certains territoires au détriment d'autres qui ont été abandonnés. Alors tout ça, comment on peut un petit peu le renverser et du coup en même temps servir l'emploi? Eh bien, avec, disons, deux mots d'ordre. Le premier, c'est de protéger certaines de nos activités. Et le deuxième, c'est d'investir et de faire en sorte qu'on puisse avoir des politiques économiques qui s'assument et qui permettent vraiment le développement de l'emploi. Alors, protéger, bon, je pense par exemple, on est dans une belle ville entourée de vignobles et de belles campagnes, mais il faut savoir que nos campagnes se sont vidées de leurs travailleurs. Donc, tout à l'heure, la question a été posée de la proximité du lieu de travail. Si on se lance dans une politique de Green New Deal, on peut aujourd'hui, les estimations, c'est 1 à 2 millions d'emplois qui peuvent être créés si on y met suffisamment les moyens, dont 300 000 emplois pour l'agriculture, pour développer une agriculture bio. Pareil, on peut avoir 200 000 emplois dans les transports. Madame, vous évoquez les transports. Effectivement, il faut savoir... Alors, déjà le transport pour les personnes, mais aussi le transport des marchandises. Le fret, par exemple, le fret ferroviaire a diminué de 60% en France depuis quelques dizaines d'années, alors qu'en Allemagne et même en Italie, c'est à peu près maintenu. C'est parce qu'on a abandonné tous ces secteurs-là qui sont aujourd'hui des endroits où on peut recréer massivement de l'emploi si on investit et notamment de l'emploi vert, hein, parce qu'on peut faire évidemment du fret ferroviaire, des bus à hydrogène, beaucoup de choses peuvent être faites qui contribuent effectivement à réduire les flots de voitures, à réduire la pollution et donc à réduire les désagréments liés à la pollution et notamment le coût
pour la santé, qui est aussi très, très important, et en même temps relocaliser ses activités. Alors pour ça, il faudrait peut-être aussi assumer de revenir à une certaine forme de protection et donc de protectionnisme. Moi, on entend toujours qu'il n'est pas possible en ce moment, avec les traités européens, d'avoir des politiques de protection. Je voudrais prendre un exemple juste qui est le cas du diméthoate, voilà, je ne vais pas me tromper, qui était un pesticide utilisé dans de nombreux pays pour traiter les cerises. Et pesticide qui présente beaucoup de dangers pour la santé. La France a fait jouer en 2016 une clause de sauvegarde au niveau de l'Union européenne pour interdire toutes les importations de cerises traitées au diméthoate. Et comme quoi c'est possible d'imposer des protections. Et ensuite, l'ensemble des pays européens l'ont suivi. Pas encore l'Union européenne, mais l'ensemble des pays européens l'ont suivi. Donc, il est possible d'avoir des protections par secteur, voilà, qui nous permettent de défendre nos entreprises ici. Ensuite, ça, c'est pour le volet protégé. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On pourra y revenir si vous voulez. On peut protéger les entreprises stratégiques. On a un décret Montebourg qui nous permet de donner une autorisation préalable avant que des étrangers n'investissent. Voilà. Donc, à l'Institut Rousseau, par exemple, on a publié, l'auteur est dans la salle, Ophélie, on a publié un édito sur les caps sous-marins. Les caps sous-marins, aujourd'hui, c'est pour le numérique, c'est la face matérielle du monde immatériel, c'est-à-dire c'est tous ces câbles qui sillonnent la planète et qui permettent le transport des données. On avait des grandes entreprises qui étaient spécialisées là-dedans, vous parliez de l'emploi numérique notamment, dont ASN, qui était une grande entreprise spécialisée dans ce domaine, qui a été vendue à Nokia sans que l'État ne s'en mêle. Pareil pour Alstom, vous avez tous suivi l'affaire Alstom, on a vendu tout ce qui nous permet. Bon, bah aujourd'hui, c'est des entreprises qu'il faut qu'on protège, donc il faut que l'État puisse dire quand des entreprises sont stratégiques et donc qu'il les identifie aussi, parce qu'aujourd'hui, on a évidemment aucune méthode d'identification des entreprises stratégiques, ce qu'on protège, quelles sont les règles qu'on met, quelles sont les protections qu'on met. Et puis ensuite, il faut investir massivement. Ça, c'est le second aspect. C'est toute la question du Green New Deal. En effet, on en est loin aujourd'hui avec le plan de relance. Avec avant la crise, on chiffrait déjà entre 50 et 100 milliards d'euros l'effort annuel qu'il fallait faire simplement pour réussir la transition écologique, c'est-à-dire pour investir dans des transports verts, dans des électricités renouvelables, dans des bâtiments durables, dans la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, bon, on pourrait le faire déjà en s'endettant plus. Il ne faut pas avoir peur de la dette. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont inférieurs au taux de croissance. La règle d'or en économie, c'est pas de ne pas investir, c'est au contraire, à chaque fois que les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance, d'investir massivement pour créer toutes ces activités dont on a parlé. À l'Institut Rousseau, on a porté une proposition encore un peu plus iconoclaste, qui est de dire annulons les dettes publiques qu'a racheté la BCE au cours des dernières années. Il faut savoir que c'est 2300 milliards d'euros aujourd'hui en Europe, en échange d'investissements de même volume. Donc là, on aurait des plans de relance qui seraient autrement plus conséquents et qui nous permettraient de financer toutes ces activités sans que ça ne coûte rien à personne, puisque la Banque centrale est l'institution qui crée la monnaie, et donc elle n'en a pas grand-chose à faire que son bilan, à un moment, soit un petit peu déséquilibré parce qu'on a annulé des dettes. Mais simplement, ça contrevient à l'orthodoxie économique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On pourrait bien sûr développer nos banques publiques d'investissement, la BPI qui investit aujourd'hui beaucoup dans le numérique notamment, qui prend des participations dans des startups. Aujourd'hui, il faut savoir que la BPI française a un bilan, c'est-à-dire l'ensemble de son volume d'activité, de 70 milliards d'euros, là où son homologue allemande, la KfW, c'est plus de 500 milliards d'euros. Bon, on n'est pas à la hauteur, il faut vraiment retrouver cette envie d'une politique
politique industrielle, où on identifie des secteurs, où on se donne les moyens financiers et les outils pour investir. Et tout ça mis ensemble peut créer en effet un Green New Deal qui est favorable à l'emploi, qui est favorable à la transition écologique, à la transition numérique, bien évidemment, parce que c'est un enjeu extrêmement important, et puis aux mobilités à la fois personnelles et professionnelles, avec les transports, le fret ferroviaire. On commence aujourd'hui à investir dans l'avion à hydrogène, dans les transports à hydrogène. Plusieurs villes commencent à avoir des flottes de bus à hydrogène. Il faut continuer tout ça et réouvrir des gares, redensifier les transports sur tout le territoire. Mais ça suppose une politique un petit peu active, volontariste, qui suppose vraiment de rompre avec cette idée de la libre concurrence qui entraîne une idée de la neutralité de marché, de la neutralité de l'action publique qui n'est plus adaptée à la période actuelle. Voilà, merci. Tu auras l'occasion d'y revenir. Vous m'entendez? Ah voilà. Alors Romain, Jean-Marc faisait référence tout à l'heure aux évolutions finalement des modes collectifs de travail, de création, de production, et dessiner un paysage à terme très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et comme si le collectif, voilà, les formes actuelles du collectif allaient complètement disparaître. Comment tu vois les choses dans un avenir en fait récent et souhaitable finalement? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre attention. Je suis ravi d'être ici pour débattre avec vous. Alors effectivement, le Festival des idées, ça correspond bien à son titre. C'est vraiment un festival. Les idées partent dans tous les sens. Et là, tu viens de rajouter de la complexité à l'immensité du champ qui est posé. Mais je vais essayer de répondre. Et je vais essayer aussi de répondre, d'interagir plutôt que de répondre, parce que je n'ai pas de réponse à vous apporter. Vous avez vous-même les réponses d'ailleurs. D'essayer d'interagir avec vous sur les quelques sujets qu'on a évoqués, essayer de trouver quelques fils rouges si j'y arrive, et c'est bien difficile. Alors, moi, j'ai l'impression que quand même tout ce qui tourne dans la salle ici pose la question du pouvoir que nous avons les uns les autres sur ce qui se passe dans nos vies. Quand vous posez la question, madame, de tout à l'heure, de comment se fait-il qu'ici, il n'y ait pas de transport? Comment se fait-il qu'ici, moi je viens de l'Ardèche à la base, comment se fait-il qu'en Ardèche, désormais, quand on rentre dans les villages, il y a des panneaux lumineux qui disent « recherche médecin urgemment » ? Comment se fait-il que des développements technologiques qui nous changent complètement nos modes de vie sont décidés, on ne sait où, sans nous en tout cas, ou parfois même on est décideur, mais est-ce qu'on a pris l'avis des autres pour décider de ce qu'on va faire? Donc ça, c'est vraiment la question fondamentale de dérégulation publique, dérégulation du citoyen et finalement de qui a le pouvoir. Donc ça, c'est le vieux débat fondamental entre l'État, le citoyen, la gauche est matricée par ça, etc. Là, la nouveauté qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que finalement, la nouveauté plutôt, la source d'espoir, c'est que finalement, toutes ces idées, toutes ces belles idées qu'on évoque, moi je suis ravi d'entendre parler de l'époque bénie, si on peut dire, des politiques d'emploi sous Jospin. Moi j'ai étudié ça quand j'étais étudiant à la fac, et c'était pour nous un des modèles les plus aboutis de politique qui créait des services, qui créait de l'utilité, qui partait, etc. Le problème, c'est qu'on s'est fracassé dans le dernier exercice, lorsqu'on a pu avoir les clés du camion au pouvoir, on s'est fracassé sur un dogme, sur des idées que tu as très bien démontrées, qui étaient l'exact inverse en fait de ce que l'on pensait vouloir faire, nous qui étions entre guillemets de la gauche écologique et sociale. Alors, le grand avantage de ce virus, c'est que finalement, il a, lui, réussi à tuer définitivement les derniers Mohicans qui pensaient cette économie ultralibérale de dérégulation, le marché va résoudre tous les problèmes, le marché va permettre l'accès aux médicaments. Non, c'est faux, on a vu, hein, le marché fait qu'il n'y a pas de curare quand on en a besoin, il n'y a pas de masque quand on en a besoin. Donc finalement, si j'essaie de trouver un peu d'espoir, hein, comme disait Kant, qu'est-ce qui nous est permis d'espérer? Qu'est-ce qui nous est permis d'espérer dans la situation concrète, dans une situation catastrophique avec un virus terrible? Il nous est permis d'espérer que ce dogme, et vraiment c'est un dogme, hein, c'est-à-dire c'est posé, ça ne se discute pas, on ne peut même pas en parler, ce dogme qui a fait que François Hollande, élu, met en place une politique, non pas d'emploi, il a mis une politique de compétitivité et d'attractivité du capital. Le CICE, il ne l'a jamais vendu, dans les médias, il l'a vendu comme une politique d'emploi,
Mais en réalité, quand on baisse le taux d'impôt sur les sociétés, parce que c'est ça le CICE, c'est une baisse du taux d'impôt sur les sociétés, c'est bien une politique, oui, conditionnée, etc. Mais c'était une politique de compétitivité. Et d'ailleurs, il a appelé ça le choc d'offres. Et son successeur, qui était déjà là à l'époque, et qui était celui qui avait mis en place tout ça, continue sur la même lancée. Donc, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que ce virus nous a permis de fracasser ce dogme. La mauvaise nouvelle, c'est que de ce dogme renversé peut sortir des solutions qui ne sont pas tout à fait celles qu'on espère. Une politique économique autoritaire, illibérale dans le plus mauvais sens du terme. On remplace un dogme ultralibéral par un dogme souverainiste nationaliste qui n'est pas du tout ce à quoi on aspire. Alors peut-être comment faire? Et c'est là que je reviens à la question. C'est que moi j'essaie d'apporter, c'était le but de ma venue ici, c'est des travaux que je mène, enfin des réflexions et des actions que je mène depuis une quinzaine d'années, c'est d'essayer de poser la question de, si on veut réussir cette transition écologique et sociale, sur quelle forme et quel modèle d'entreprise devons-nous collectivement miser nos espoirs? Et là où je pose le débat, c'est de revenir sur la question de la forme de lucrative ou pas. Hein, est-ce que l'entreprise a un but de profit? Si oui, comment? Et comment est-il encadré? En posant la question de la lucrativité limitée des entreprises. Moi, je suis convaincu que la transition écologique et sociale ne se fera pas avec la société anonyme de capitaux, celle qui a un horizon de court terme de rendre des comptes à ses actionnaires tous les trimestres quand elle est cotée en bourse. Je suis convaincu que la nouvelle régulation qui permettrait de créer des transports partout là où les gens vivent ne se fera pas en laissant les clés du camion aux sociétés anonymes qui ont pour objectif, hein, c'est leur but, c'est le droit qui le définit, de distribuer des bénéfices à leurs propriétaires. On ne peut pas imaginer que la transition écologique se fasse avec cet outil qui est la société anonyme et qui est majoritairement dominante dans l'écosystème des entreprises, parce que son horizon et sa philosophie n'est pas la bonne. Donc, c'est comme si vous confiez, vous prenez un mammifère, vous lui mettez des crocs acérés, des mâchoires puissantes. Gauche écologiste et sociale a le pouvoir. Quelle politique économique et sociale elle va faire? Est-ce qu'elle va faire une politique de compétitivité, socialisme de l'offre, ou est-ce qu'elle va faire une politique qui part des besoins des gens et qui essaye de trouver les acteurs qui vont pouvoir mettre en œuvre ces politiques? Alors voilà. Après, peut-être dans le deuxième tour de parole, j'essaierai de vous expliquer une solution concrète et un levier pour débloquer la situation qui est quand même complexe. Merci beaucoup, Romain. Donc, je vous propose de redonner la parole, de vous redonner la parole. Comment vous rebondissez sur tout ça? Oui, madame. On se nettoiera les mains après. Hein. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, donc il y a peut-être des sujets qui ont été évoqués et que je n'ai pas entendus. Il y a deux questions moi, qui me taraudent un peu. Il y a la question de la formation que vous n'avez pas évoquée jusque-là. Je ne partage pas l'enthousiasme 100% de la période bénie des 35 heures. C'était une période bénie, effectivement, mais je travaillais dans les services de l'emploi et je mettrai un petit bémol quand même, parce que d'abord, sur la quantité d'emplois créés, il y a quand même énormément d'emplois aidés qui n'ont débouché sur rien du tout. Mais surtout, il y a eu une gabegie dans le domaine de la formation. Il y a eu des budgets énormes qui ont été dépensés à tort et à travers, et effectivement, pour des formations qui n'ont abouti à rien du tout et qui n'étaient pas en lien avec les besoins des entreprises. Donc là, il y avait à ce moment-là une prégnance de l'État sur la formation sans une vraie réflexion sur les besoins justement territoriaux des formations. Donc ça, c'est un vrai sujet, et donc il débouche après. Alors, vu tout ce qui a été évoqué là maintenant, que l'on a entendu déjà, ça évoque pour moi des quantités d'emplois nouveaux, très différents, et sous une forme de travail très différente, ce qui signifie effectivement que l'éducation, elle doit repartir, je dirais même bien avant l'époque de la formation professionnelle, pour réfléchir à une autre façon de travailler, c'est même une autre façon de travailler à l'école, j'ai envie de dire, et puis il faut une autre façon de mettre en place les formations, et quand même, il faut bien les mettre en lien avec effectivement les besoins des gens, mais aussi avec les besoins des entreprises. Je m'aperçois, moi, que depuis, on a parlé du vieillissement, il y a 30 ans,
on était toujours à la recherche de personnes pouvant s'occuper de personnes âgées. Aujourd'hui, on est toujours à la recherche, donc exactement de la même manière. Il y a d'autres secteurs dont je pourrais évoquer, c'est exactement la même chose. Donc, on n'a pas évolué sur la façon de gérer la formation. Et ça m'amène à dire, la deuxième question, c'est la limite justement de l'État, du rôle de l'État et de la région, et du département, et de la ville, et de la commune. Et ces limites-là, elles ne sont pas définies. Et c'est ça qui serait intéressant de réfléchir aussi par rapport à la transition écologique. Voilà. Ces deux questions. Merci. Oui. Alors, moi, je trouvais que la question qui était posée tout à l'heure sur l'échelle était vachement intéressante. Parce que, comme vous l'avez dit, les transferts de données, ils passent par des câbles sous-marins en fibre optique. Et c'est un réseau public, c'est Internet. Sauf qu'il y a des sociétés privées qui ont développé leur propre backbone, notamment Amazon. Et on sait très bien comment un outil ou un service public peut être déprécié, c'est-à-dire on le laisse pourrir, tandis que l'entreprise privée, elle, va maintenir et au final va devenir la référence. Moi, la grosse difficulté, elle se situe aussi là, c'est comment on va gérer aujourd'hui la gestion des infrastructures publiques qui permettent le transfert des données. Donc ça, déjà, c'est à mon avis le premier point. Une proposition, puisque je disais tout à l'heure que la question écologique était importante et que la façon dont les entreprises concevaient leur site internet, leur programme était aussi très importante derrière, c'est comment on fait en sorte d'amener les entreprises à être toujours plus vertueuses sur cette question numérique. Alors, le numérique, c'est quand même un secteur très particulier dans le sens où les performances et l'écologie, ça semble assez bien, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres. Là, pour le coup, un site performant, c'est un site écologique en réalité, très très souvent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'avancer sur cette rhétorique-là avec les entreprises pour les amener justement à être beaucoup plus vertueuses sur ces sujets-là? Oui, excellent. Et alors là, j'avais une petite main se lever. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une toute petite question. En fait, il y a eu, j'aimerais bien vous entendre réagir sur justement les plans les politiques de l'emploi actuelles là, qui sont dégainées, parce qu'il y en a, notamment Un jeune, une solution, où il y a en fait finalement tous les sujets que vous évoquez, c'est-à-dire les générations, le numérique, l'inclusion et les décrocheurs, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme il y a des propositions qui sont sur la table, si vous avez un avis, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut pas marcher? Moi, je trouve ça intéressant de réagir à ce qui est proposé. Qui connaît le dispositif Un jeune, une solution? Ça vaudrait le coup de nous en parler parce que… Non? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce dispositif? Ouais, mais… En vrai, je comptais un petit peu sur vos intervenants qui, dans mon avis, hyper au fait du sujet pour présenter au moins les grandes lignes parce que j'imagine que ça vous intéresse. En fait, c'est le plan qui a été présenté par le Premier ministre pour aider les jeunes à rebondir après le Covid, et c'est aider les primo-accédants, enfin les primo-accédants, non, ceux qui n'ont jamais eu de travail, orienter les jeunes vers des secteurs porteurs. Donc, par exemple, c'est les 4 000 € pour une première embauche d'un jeune de 25 ans, et c'est aussi aider les décrocheurs. D'accord. Et voilà, et favoriser l'alternance et la. Donc, ça regroupe, en fait, ça recycle la garantie jeune et les politiques de décrochage. Alors, madame. Oui, donc moi j'ai un petit peu peur que ce nouveau contrat jeune ait la même fin que le contrat de génération. Dans ce cas-là, on embauchait un jeune, on gardait un ancien et le salaire du jeune était subventionné par l'État. Donc voilà, là où j'ai un petit peu peur, c'est ça, c'est qu'on recrée quelque chose en fait qui ne sert pas à grand chose. J'ai mis en place des contrats de génération, ça n'a rien donné. Voilà. Donc, est-ce que c'est la bonne solution? Et puis, je voudrais un petit peu revenir sur ce que vous avez dit par rapport au travail 28 heures et non plus 35. Pourquoi pas? Moi, je suis pour. Hein. Sauf qu'il faudra aussi penser que si on travaille 28 heures, on va cotiser pour 28 heures et on va se retrouver avec des retraites minables. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les femmes qui sont
qui ont travaillé tout en élevant leurs enfants, etc. Donc, c'est juste pas possible. Alors, OK, 28 heures, mais il faut revoir la retraite, quoi. C'est pas possible. OK, merci. Oui, là-bas. Bonjour. Du coup, moi, je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. Il y a un truc un peu en négatif par rapport à l'emploi. En négatif, c'est comme une photo. C'est en fait toutes nos protections. Donc là, vous avez parlé de la retraite, mais il y a aussi le chômage, les arrêts maladie, etc. En fait, toutes les protections de l'individu, elles sont venues grâce, c'est des protections collectives, mais qui protègent l'individu. Et je trouve que dans la politique de l'emploi, il y a aussi cette question-là. Vers quelle protection des gens, enfin moi j'ai rien contre l'individualisme républicain, quoi. Vers quelle protection on va. Je trouve que la question sur les 28 heures, elle est assez pertinente, mais après, ce qu'on a fait sur les 35 heures, c'était de travailler moins, mais avec le même revenu, donc la même cotisation, donc la même protection, etc. Donc voilà, c'est juste, je me posais cette question-là parce que les protections collectives, c'est la compensation de la subordination, c'est la compensation de la coercition, parce qu'on travaille pour quelqu'un. Enfin, moi, le matin, des fois, je préfère rester au lit, quoi. Mais elle est forcément collective parce que la richesse créée, elle est par nature collective, quoi. Donc, numérique, écologie, démographie, c'est vrai que je pense qu'on a une population qui grossit beaucoup. J'essaie de rattacher au sujet, hein. J'arrête. Le numérique et l'écologie, ça peut aller ensemble, mais parfois ça peut s'opposer. Donc voilà, vers quel système de protection collective on va avec les enjeux contemporains, quoi. Voilà. Merci. Frédéric, oui. Juste pour prolonger ça et faire écho peut-être à ce que disait Jean-Marc Germain aussi sur la transformation des modes de travail. C'est-à-dire, on a été pendant très longtemps dans un mode essentiellement sur le salariat. Le travail, l'emploi a quand même beaucoup fondé le contrat social. Aujourd'hui, le salariat, c'est de moins en moins. Ça l'est encore, mais c'est quand même... Oui, on va aussi vers des formes d'ubérisation, d'atomisation, etc. Il y a quand même des politiques de l'emploi qui sont tournées vers le soutien à l'auto-entrepreneuriat, une incitation à créer son entreprise, les auto-entrepreneurs, etc., qui du coup atomise aussi la protection. Et si on pense aux formes qui peuvent peut-être remplacer ça, moi je dis les coopératives d'activité et d'emploi, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout soutenu. Est-ce que ça ne serait pas aussi des outils pour refonder un contrat social autour du travail et en dépassant le salariat et du collectif? D'autres Alors, peut-être Nadine, on va démarrer par toi, parce que tu veux peut-être nous... Voilà. Ah, madame, excusez-moi, je n'avais pas vu votre... Non. Qui a parlé... c'est très intéressant ce que vous dites sur l'informatique, l'informatisation, mais vous parlez en technicien, et on apprend beaucoup de choses, mais moi qui suis au quotidien, au niveau terre à terre, tout ce que vous dites, ça ne peut pas me servir. La dame, elle parlait de retraite minable. Quand je suis partie à la retraite il y a 20 ans, ma retraite, c'était 1 300 € mensuels. Et grâce à la bonne action de nos élus, y compris socialistes, j'en suis à 1 150. Parce que il faut que l'État trouve des sous. Bon. Alors, en parlant d'informatique, alors 1 150 pour passer partout. Un ordinateur fiable, c'est 500 €. Une tablette valable qu'on puisse brancher sur, c'est 300 €. Je vais les trouver où? Alors, moi, et je viens de recevoir une lettre de ma banque comme quoi, à partir de maintenant, on n'envoie plus de relevés mensuels papier. Il faudra appeler par mail à la banque. Je n'ai pas d'ordinateur. Donc, c'est bien l'informatique. Mais pour faire quoi? On en fait quoi? Ça nous avance à quoi?
Alors, Hein? c'est juste. Je crois qu'on partage tous cette inquiétude, en fait. Donc, je propose qu'on refasse un tour avec nos intervenants. Nadine, je reprends l'ordre, ou à peu près. Je commence par Nadine, ensuite Jean-Marc, ensuite Nicolas et Romain. Nadine, on a 25 minutes en tout avant la fin du débat. Et je redis bien à ceux qui sont en Zoom, je demande régulièrement s'il y a des questions qui sont posées. On me dit que non. Voilà. Mais manifestez-vous très, très vite à partir de maintenant. Ce serait dommage d'être frustré. Nadine. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais être obligée de faire des choix, peut-être, oui, en fonction de mes connaissances aussi. En commençant peut-être par la question de la protection sociale qui a été construite sur un schéma qui est celui du salariat, avec un financement qui repose sur les cotisations sociales. Et même si ce salariat reste très dominant, en France, c'est seulement, entre guillemets, 14% des personnes actives qui sont déclarées indépendantes. Et parmi ces indépendants, il y a les médecins, les avocats, les experts comptables. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a les auto-entrepreneurs et on imagine bien que les revenus ne sont pas du tout les mêmes, ni les patrimoines d'ailleurs. Donc, le financement de cette protection sociale est en effet étroitement lié aux politiques de l'emploi. Et le fait est qu'on a considéré, alors c'est un peu le produit de l'histoire aussi, souvenez-vous, quand Serge Tchuruk disait les usines sans salariés, c'est magnifique, donc tout ce mouvement Fabless qui a été très, très en vogue dans les années 2000, eh bien, on s'est évertué à montrer que le salariat, c'était finalement un schéma du passé et que ce qui était à la mode, c'était la flexibilité. Et quoi de mieux que la flexibilité que l'association ou le regroupement de travailleurs indépendants soit chez eux, soit dans des espaces dédiés. Aujourd'hui, on parle de coworking. Donc, cette transformation et cette hybridation des formes du travail, elle est vraiment gênante d'abord pour les travailleurs eux-mêmes. On connaît bien les difficultés des travailleurs des plateformes, des travailleurs du clic et de toute cette économie ubérisée. D'abord pour leurs revenus, mais également pour leur protection sociale. Et de plus, elle casse les collectifs de travail. Ces collectifs de travail qui ont mis de longues années à être construits, qui sont protecteurs parce que ça appelle une meilleure syndicalisation, etc. Et qui aujourd'hui sont de nouveau contestés. Alors, le Covid y a vraiment contribué avec cette question du télétravail. Le télétravail que les cadres sub parisiens, je caricature à dessein, vont trouver tellement formidable, alors que en fait, c'est la reproduction de travailleurs isolés qui sont presque taillables et corvéables à merci, puisqu'on passe de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats. Donc, cela pose des questions aussi. Il y a la question de la quantité d'emplois créés, il y a la question des formes d'emploi qui sont créées et il y a la question de la place du travailleur dans le processus de production. Une entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors, on a compris que la société anonyme, c'était un problème par la gouvernance financière qu'elle appelle, mais l'avantage d'une entreprise, c'est qu'on a une réglementation en termes de représentation des travailleurs, y compris dans les petites,
où on peut trouver des moyens de négociation, d'accords, et on a la protection du droit du travail qui s'applique à ces entreprises, même s'il y a de sérieux coups de canif qui ont été mis dans les organismes collectifs et les organisations, la représentation des travailleurs. Donc, les politiques de l'emploi, elles sont là aussi, non seulement pour penser où on va travailler, dans quel secteur. Et là, en effet, mais je suis tout à fait d'accord, il faut de l'investissement parce que une injection d'argent frais dans l'économie, ce n'est pas du tout la même chose qu'un crédit d'impôt ou qu'une exonération. Ça guide bien davantage par les affichages qui sont mis, mais il faut également une réflexion sur les formes du travail. Alors, je sais que le Conseil économique, social et environnemental travaille beaucoup sur ce point, mais la multiplication du travail atomisé, le passage en règle, sans discussion, du distanciel et pas du télétravail, hein, parce que pourquoi on parle de distanciel? Parce que le distanciel, ce n'est pas réglementé, alors que le télétravail l'est. Et ce n'est pas juste une nuance de vocabulaire, c'est parce que derrière, il y a des règles qui s'appliquent. Et là, ça mérite au minimum un débat. On ne peut pas simplement dire « attention Covid, donc tout le monde à la maison », enfin, sauf les premiers de corvée, et passer comme ça à un changement organisationnel radical qui modifie en profondeur les modes de production. Donc, peut-être qu'il faut étendre le télétravail, mais je ne sais pas, ma religion n'est pas faite en la matière, mais au minimum, il faut des débats parlementaires, des débats dans la société et profiter aussi des élections qui se profilent pour vraiment poser ce problème comme un problème collectif, parce que ce n'est pas juste une question de personnes. Merci. C'est des accords d'entreprise. En fait, c'est des accords de branche et des accords d'entreprise. Oui, en fait, il y a un cadre législatif qui, d'ailleurs, pourrait être amené à évoluer. C'est pour ça qu'il faut que ça remonte au niveau parlementaire pour des évolutions majeures. Et ensuite, c'est la négociation de branches et d'entreprises. Vous avez raison. Et c'est ce que disait Nadine, en fait. Il y a plusieurs niveaux de négociation pour pouvoir complètement exploser le cadre. Le télétravail est cadré, mais quand vous dites travailler en distanciel, c'est plus du télétravail. C'est beaucoup moins cadré. C'est pas cadré. Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec Jean-Marc Germain. À mon avis, plusieurs choses à préciser et puis surtout à ouvrir ou à rappeler aussi. Bon, il va falloir me couper parce que sinon, vous avez ouvert à peu près tous les débats qui vont nous occuper dans le champ économique et social pour les 30 ans à venir. C'est ça. Première chose que je voudrais dire, et c'est Romain qui a prononcé le mot, je crois que tout ce qu'on dit, en tout cas beaucoup de choses qu'on a dit, au fond, on pourrait les mettre sous le chapeau, reprendre le contrôle. Je crois que c'est absolument fondamental. On l'a dit au niveau européen, j'aurais pu en parler sur le plan international. Moi, je crois beaucoup aux organisations internationales et je suis, pour le Parti socialiste, le représentant dans une alliance des progressistes où on est présent, on a 140 partis politiques qui sont présents sur 5 continents et on essaie de porter des combats en commun, comme par exemple la taxe sur les transactions financières. C'est d'actualité une réforme de l'OMS qui ne soit plus sous le contrôle des États. Et je pourrais parler de la régulation, notamment des normes de l'OIT et de leur donner une force. Donc, reprendre le contrôle, ça se joue tout en haut, de manière absolument fondamentale. Ça se joue en bas aussi. On a beaucoup parlé des territoires et c'est vous, madame, qui avez ouvert le débat avec ce sujet-là. Je pense que nos collectivités locales, que ce soit les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, vont avoir un rôle absolument fondamental pour régler toutes les questions dont on en a parlé. Par exemple, organiser la relocalisation des activités, le travail à proximité de son domicile, bref, refaire vivre la Charité-sur-Loire, comme elle pouvait y être il y a 40 ou 50 ans. Vous seriez venu ici, c'était une ville totalement autonome. Moi, il se trouve que je suis passé dans une autre ville dramatique qui est Oradour-sur-Glane cet été.
J'ai passé beaucoup de temps à regarder comment vivait cette ville au moment où elle a été rasée, comment elle s'est arrêtée complètement en 1944. Et sur le plan économique, on revoit comment vivait un territoire et comment il pouvait vivre. Et puis quand on réfléchit bien à ce qui a changé aujourd'hui, eh ben on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement absurdes dans ce qui a changé. Donc reprendre le contrôle. Les territoires, la décentralisation, c'est absolument majeur. Il y a des plans de relance en ce moment, il faut absolument en fait donner de l'argent aux territoires. Par exemple, excusez-moi de faire une parenthèse là-dessus, mais sur l'affaire des transports en commun ou collectifs en zone rurale, vous avez évoqué la question des transports en commun, c'est absolument essentiel. Enfin, on pourrait faire un emploi avec un bus électrique qui circule dans la région. Ce serait peut-être mieux et qui circule pas simplement sur des grands trajets où on ne peut même pas aller à l'arrêt de bus. Mais les sous, ils existent parce qu'on paye les chômeurs qui pourraient conduire l'autobus. On appelait ça à un certain temps l'activation des dépenses passives. Donc les territoires, les entreprises, vous en avez parlé. Moi, nous on défend maintenant, longtemps au Parti socialiste, on a défendu plutôt comme force ouvrière le syndicalisme de combat. Et donc on disait d'un côté il y a un patron, de l'autre côté il y a les salariés. Et puis on est assez fort pour obtenir des augmentations salariales. Aujourd'hui, on se rend compte que les syndicats sont très affaiblis et qu'en ayant fait des entreprises qui sont plus grandes que les États, eh bien, on a beau, même quand on est organisé, vouloir se battre, il y a la menace de la délocalisation et donc on perd son pouvoir. C'est pour ça qu'on défend, au-delà de l'organisation sous forme coopérative ou plein de formes qui associent les salariés, la cogestion dans les entreprises avec la présence l'égale présence de salariés et d'employeurs dans les conseils d'administration, parce que maintenant, c'est tout en haut qu'il faut qu'on décide ensemble de mettre la priorité à l'emploi local, de faire attention aux énergies qu'on consomme. Je fais une toute petite parenthèse, mais allez voir Gaël Giraud ou lisez les livres de Jean Covici. Dans 50 ans, soit on utilise à fond le charbon et on va se mettre à accélérer à 7 degrés le réchauffement climatique, ça c'est la panne de courant. Donc si on ne fait pas attention au sujet que vous évoquez, on a une question majeure. Ensuite, je reviens sur la question du temps de travail parce que ça a ouvert plein de sujets qui sont fondamentaux. D'abord, le salaire, comment on fait? Donc pour moi, évidemment, la réduction du temps de travail, je ne sais pas, pour des gens comme moi, s'il faut augmenter le salaire ou le maintenir. Mais ce qui est clair, c'est que pour les 2/3 des Français, ça veut dire 28 heures payées 35. Mais c'est très facile à faire, ça, vous savez, avec Lionel Jospin, on a fait le maintien des salaires. Vous saviez, chacun a baissé, enfin pas chacun, d'ailleurs une partie des Français ont baissé leur temps de travail, mais il y a eu 2 milliards d'emplois, d'heures travaillées en fin de quinquennat par rapport au début. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé plus nombreux. Si les 6 millions de personnes qui sont au chômage se mettent à travailler, eh bien les cotisations sociales seront là. Donc il y a quand même beaucoup de ressources chez des gens qui ne payent pas des cotisations pour le faire. Et puis par ailleurs, il faut réduire les inégalités. Tout ça n'a pas de sens si on ne prend pas sur les plus hauts revenus. Et vous savez, en gros, il y a à peu près autant d'argent sur les 2% les plus riches. Je dis les 2% parce que ce n'est même pas les 10%. Les 2% les plus riches représentent une masse quasiment aussi importante que les 50% les plus modestes. Il y a un décrochage absolu. Il y a une hausse à peu près linéaire des niveaux de vie. Et puis à un moment, ça s'envole dans des choses totalement délirantes. Et bien, si on arrête ce délire sur les très hauts revenus, en France et dans beaucoup d'autres pays, parce que les revenus français s'échappent ailleurs à travers nos grandes entreprises, il y a de quoi maintenir largement les revenus. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on a un énorme travail à faire, parce que les nouvelles formes de travail, qu'on le veuille ou non, vont se multiplier. Je parle de l'autoproduction. Moi, plutôt que d'acheter ma pizza chez Épée, 3 petits points, mais fabriquer moi-même ma salade de carottes, eh bien, il y a une production qui disparaît. Donc, il y a une cotisation qui disparaît, il y a des revenus qui disparaissent. Et donc, le travail qu'on a à faire, je ne dis pas que les solutions, on sait comment faire. Benoît Hamon en avait évoqué une. D'ailleurs, il dit qu'il faut faire cotiser les robots puisqu'ils prennent notre travail. Ça va de soi. Il a été très critiqué en disant qu'il ne veut plus de robots, Benoît Hamon. Non. Il veut que si un robot remplace un homme, ben, le robot, on lui prend la cotisation dessus pour que la Sécu paye. Et personne n'y perd. Le travail continue à se faire, la cotisation continue à être prise et le robot remplace le robot. Donc, il faut, je ne vais pas arriver à des solutions toutes faites, mais il faut avoir conscience qu'on a le même travail que le Conseil national de la résistance
qui a eu à construire un système de sécurité sociale. Tout simplement dire comment on cotise pour que les retraites elles ne soient pas baissées, comme vous avez dit, madame, de 1 500 € sur 3 ans. Il faut absolument qu'on puisse améliorer les petites retraites. Il faut qu'on puisse avoir des couvertures chômage. On voit bien si le travail est plus éclaté, plus incertain, qu'on n'arrive pas à reconquérir le pouvoir. Il faut que l'assurance chômage soit universelle, ou alors qu'il y ait un revenu universel. Et donc tout ça, il faut, de manière très urgente, le reconstruire, mais l'argent, il existe, et c'est au fond, tout ça, une question de reconquête de pouvoir et de contrôle de notre situation à tous les échelles. Il ne faut pas que le pouvoir économique soit plus grand que les peuples et les organisations qui les mettent ensemble, c'est-à-dire les collectivités locales et les États. Merci Jean-Marc. Alors, Nicolas Dufresne. Oui, merci. Merci. En effet, je partage totalement ce qui vient juste d'être dit sur les questions de financement. Il ne faut quand même jamais oublier que le CNR et le premier gouvernement… Le Conseil national de la résistance. Voilà, le Conseil national de la résistance ont mis en place la sécurité sociale en 1945, quand la dette du pays était de plus de 200% du PIB, que l'État était complètement ruiné, que les infrastructures étaient détruites, et on a réussi à le faire dans ce moment-là. Alors, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui on n'arriverait pas à le faire. D'ailleurs, de manière plus générale, c'est vrai, la question a été posée, il faut peut-être arriver à un moment à déconnecter les politiques de protection sociale de l'emploi. Je veux dire, un État se finance aussi autrement que par les cotisations ou par l'impôt. Bon, pour ceux que ça intéresse, avec Alain Grandjean, Delphine a cité le livre au début, on a fait paraître un livre qui s'appelle Une monnaie écologique au mois de février de cette année, où on s'intéresse beaucoup à la question de la création monétaire et donc de pourquoi reprendre le contrôle sur les banques centrales, comment on peut faire avec des banques publiques d'investissement pour investir, pour trouver des ressources. Toutes les ressources n'ont pas, la monnaie n'a pas à être prélevée toujours sur l'emploi, sur les revenus des gens. Il y a d'autres moyens de financement. En fait, aujourd'hui, les États se financent à plus de 50% par la dette, pas par vos impôts, pas par voilà. L'impôt sur le revenu, par exemple, c'est une très petite part du financement de l'État. Bon, enfin voilà, c'est pas le débat. Mais il y a d'autres manières de faire. Alors, madame, vous posiez aussi la question sur la formation. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aussi beaucoup de prévisibilité. Je trouve que, enfin, j'ai vu que les crédits, par exemple, qu'on appelait de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ont été quand même assez largement laminés au cours des dernières années. On n'a plus fait cet effort de prévision et donc on ne sait plus qui former, comment. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de gâchis, beaucoup de mauvaises formations, ça fait longtemps, des formations qui ont conduit à rien, mais tout ça, ça vient aussi de cette idée que j'y reviens toujours, mais qu'on évoquait au début, que l'État n'a pas à prévoir, que le marché saura lui-même définir tous les besoins. Voilà, et comme Romain le disait, ça c'est une idée qui aujourd'hui est complètement dépassée. Donc il faut remettre de la prévisibilité, il faut agir aussi pour ça à travers la commande publique. Pourquoi on n'aurait pas justement de la commande publique qui se baserait pas uniquement sur le critère prix, mais aussi sur des critères sociaux et écologiques pour inciter les entreprises du coup à former des personnes et à redéployer les formations comme il faut. Je pense qu'il faut vraiment plus de volontarisme. J'ai aussi en tête ce qu'on faisait à une époque, alors c'est un cas d'école évidemment, tout le monde a dû peut-être en entendre parler, mais ce qu'on avait fait avec le FNE Formation, donc le Fonds National pour l'Emploi, qui permettait de financer des grandes cellules de reconversion quand par exemple il y avait des plans sociaux, et notamment ça avait été activé, l'exemple le plus célèbre c'est l'entreprise Le Jabi, où des vieilles personnes, des vieilles dames souvent avaient un métier de couturière,
qu'on a reconverti en finançant par l'État dans de la haute couture. Voilà. Mais là, il y a une volonté, c'est l'État qui vient, qui encadre, qui paye les formations, qui paye la reconversion, et ça marche très bien. On parlait tout à l'heure aussi de la relocalisation. Vous savez, aujourd'hui, le Japon, ils font quelque chose qui est extrêmement simple. Ils disent aux entreprises qui ont délocalisé, notamment en Chine, en Corée et ailleurs, si vous revenez, je termine, si vous revenez au Japon et que vous réinstallez votre usine, on prend 90% des coûts en charge. Bon, ben voilà, ça permet de relocaliser, mais pour ça, il faut des sous et donc les questions de la dette. Je voulais peut-être dire un mot rapide, mais tu me dis si on a le temps sur les questions des politiques de l'emploi et notamment le plan pour l'emploi jeune. Moi, ce que je constate, c'est que il y a 100 000 services civiques de plus, il y a des primes à l'embauche, bon ça il y en a, généralement c'est juste avant les élections qu'on fait la prime à l'embauche, là c'est un peu avant, parce qu'il y a, voilà, mais je constate aussi qu'on remet 100 000 emplois aidés, alors qu'on en a détruit depuis 3 ans 300 000. Et que les associations l'ont pris de plein fouet, que tous ces emplois-là qui servaient justement sur les territoires et dans les collectivités à aider les mairies, tout ça a été détruit, notamment les emplois d'avenir qui ont été, je pense, une des réussites du précédent gouvernement, puisqu'on avait un taux de sortie positif dans l'emploi à 6 mois qui était de 67%. Alors évidemment, ça coûtait un peu plus cher qu'un contrat aidé classique. C'était 12 000 euros, si ma mémoire est bonne, contre une moyenne de 8 000 euros pour les contrats aidés. Bon, tout ça a disparu. On a baissé non seulement le volume de contrats aidés, mais aussi le niveau de prise en charge, qui n'est plus que de 50%, alors qu'il était de 60-65% avant, ou peut-être un peu plus, même peut-être 70%, voilà, ou 75% dans certains cas. Alors là, on fait un pas en avant après avoir fait beaucoup de pas en arrière. On sait, excuse-moi, on sait depuis les 35 heures et on le sait parce que tous les observateurs le disent, il faut au moins 5 ans pour permettre à un jeune de se construire une formation et une entrée en emploi. Et l'intelligence exceptionnelle du dispositif Nouveaux métiers emploi jeune de la période Aubry, c'est que c'était 5 ans. 5 ans, plus jamais on a vécu ça. Dégressif, donc ça permettait de faire monter en autonomie les structures qui employaient les jeunes, et surtout l'emploi était associé à un nouveau métier, c'est-à-dire à un projet. On n'a plus jamais connu ça ensuite. Et donc on ne peut pas mettre dans le même sac les emplois aidés de tout type, et notamment ce dispositif en fait, dont on aurait besoin pour la jeunesse. Et excuse-moi de le dire parce que quand même ça a été abordé plusieurs fois depuis le début de la réunion, et c'est un des trucs que vraiment moi je reproche à la gauche d'avoir été incapable de redire combien ce dispositif a été exceptionnel pour les jeunes. Et ça leur a permis de rebondir sous plein de formes différentes. Romain, excuse-moi, j'ai intervenu dans le débat. Je t'en prie, tu as très bien fait. Donc peut-être juste un mot de conclusion, enfin, c'est pas une conclusion, mais quelques mots. Moi, il me semble que ce qu'on essaie de discuter ici, là, tous ensemble, et qu'on espère poursuivre, c'est de se poser la question de comment on engage la mutation. Alors, beaucoup de gens disent la transition, moi je préfère dire la mutation, la métamorphose. Comment on engage la métamorphose de ce système économique et social et politique, on n'a pas parlé du politique, mais comment on engage la mutation vers quel objectif? Alors, pour faire bouger un collectif humain, et tous ici nous sommes faits de la même façon, il faut désigner un but. Le problème de la transition, c'est quand on parle de transition, on ne sait pas trop où elle va. On dit transition écologique, mais vers quoi? Moi, j'aime à penser que l'objectif qu'on veut atteindre, c'est qu'on puisse tous mieux vivre et en accord avec le monde qui nous entoure, avec le monde vivant. Donc, pour atteindre cet objectif, donc cette mutation, encore faut-il pouvoir engager, agir sur les ressorts essentiels. Le problème, c'est que tous ceux qui sont ici autour dans la salle, on n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'argent, on n'est pas au pouvoir, on est face à un gouvernement qui fait l'exact inverse de toutes les bonnes idées que vous avez toutes et tous citées. Donc le problème, ce n'est pas de se dire
qu'est-ce qu'il faut faire, comment, quelle politique de formation, d'emploi, machin. Non, là, on a l'exact inverse de ce qu'il faut faire. Donc, c'est comment on engage la mutation et quels sont nos leviers. Alors, quand on est au pouvoir, quand on a la chance d'avoir un gouvernement qui est plutôt dans cette orientation, bah, c'est une question. Là, on est plutôt dans l'opposition et peut-être pour longtemps. Donc, c'est comment on essaye d'agir par la base, par le terrain, par des rassemblements, pour essayer d'introduire, et je vais reprendre la métaphore du virus, les virus presque informatiques qui vont transformer le système contre son gré parce qu'ils vont introduire des logiques qui lui sont contraires. Moi, à titre personnel, en tant que salarié d'un grand groupe de mutuelles, c'est ce que j'essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire. Comment on introduit des virus qui vont non pas tuer nos résidents dans nos EHPAD, ni les gens qui viennent se soigner dans nos cliniques. Je risque d'avoir un problème par ailleurs. D'ailleurs, on en a eu très peu des morts, heureusement, dans nos EHPAD, mais ça, c'est plutôt le hasard. Mais comment on fait pour mettre dans le système des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, des valeurs de coopération, etc. Alors là, j'ai quelques idées. Je dépasse le strict champ des mutuelles, mais plutôt globalement des politiques économiques et sociales. Dans 3 minutes, on est en retard. En 2 secondes. Non, mais en 2 secondes. Il y en a des virus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la loi de 2014. Il y a un article de la loi de 2014 qui est mon préféré, c'est mon bébé. C'est celui sur la réforme du commerce équitable. On a introduit par un biais détourné que peu de gens ont vu, mais sinon, si ça s'était vu, François Hollande nous l'aurait fait retirer. C'est qu'on a réformé dans le droit, la possibilité de faire du commerce équitable en France, alors qu'avant, il fallait faire entre le Nord et le Sud, et qu'on l'a étendu à l'ensemble des secteurs d'activité et de services, et pas uniquement le secteur agroalimentaire, pas uniquement la banane. Mais donc, en droit, désormais, il est possible de faire une voiture commerce équitable, c'est-à-dire que le producteur reçoit une juste part du produit, qu'il y ait des engagements contractuels sur de la durée, etc. etc. Donc ça, c'est un virus qui, en fait, se développe à bas bruit, notamment sur les échanges agroalimentaires, puisque vous connaissez peut-être une coopérative, Éthicable, dans le Sud, qui développe du blé français commerce équitable. Et donc là, le virus est en train de se développer et ça ne fait pas du tout plaisir à la FNSEA, ça ne fait pas du tout plaisir aux grands agroalimentaires, puisqu'ils vont devoir payer le blé plus cher et enfin rémunérer les gens qui travaillent dans ces champs. Voilà, donc ça, c'est un petit virus. Il y a un virus qui existe, c'est les monnaies locales. Vous parlez des monnaies. Dans la loi 2014, on a aussi réformé la loi sur les monnaies locales. Il y a le virus de l'habitat participatif, l'habitat coopératif. Là, c'est un secteur qui peut se développer par les collectivités locales et qui, là, vient complètement dézinguer le système spéculatif de l'immobilier, puisque désormais, avec l'habitat participatif, c'était Duflot qui l'avait repris dans sa loi, on peut sortir du marché le logement et en faire vraiment un logement pour que les gens y vivent dedans. Il y a les coopératives d'activité et d'emploi, vous en avez parlé tout à l'heure. Là, on a mis un virus assez terrible, c'est qu'on a réussi à octroyer des droits de protection sociale pour des gens, les droits du salariat, la protection sociale du salariat pour des gens qui ne sont pas salariés. Donc ça fait faire des cheveux blancs aux gens de la DG, Direction Générale du Travail. Et puis, donc, il y a le virus de la lucrativité limitée. C'est de comment on fait pour implanter dans les entreprises une auto-limitation de la lucrativité. Comment je fais pour ne pas redistribuer tous les bénéfices que j'ai réalisés et plutôt de les réinternaliser pour répondre aux besoins essentiels de la population et des territoires. Donc voilà en quelques idées à la volée. Alors, une intervention de la salle. Tiens, peut-être tu peux m'aider, Romain. Tu peux passer ton micro rapidement. Non, c'était juste l'école a été évoquée tout à l'heure et j'aimerais bien je pense que c'est important de la distinguer de la formation parce qu'un des virus, c'est peut-être aussi d'utiliser l'école pour émanciper les élèves, pour qu'ils deviennent des citoyens et pas les mettre au service des entreprises, justement. Merci, c'est une belle ouverture. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout du débat. Il y a beaucoup à dire. Merci aux intervenants parce que vraiment, vous étiez brillants. Je crois qu'on peut les applaudir. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci à vous aussi. Merci à vous. Si c'était à nous tous de produire un programme et un projet pour 2022, je pense qu'on sait faire. On sait faire, en fait. Hein. On sait faire. Dites à ceux qui ne savent pas qu'il y a plein de gens qui savent. Voilà. Bonne continuité et bon débat au Festival des idées. Merci, à bientôt.
Merci.